à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre dispositif spécial Coupe du Monde. On est samedi aujourd'hui, le retour du beau temps probablement, on enregistre un petit peu avant. Vous allez pouvoir déguster encore une fois un petit peu de football ce soir avec peut-être l'un des plus gros matchs de cette phase de poule avec donc à 21h Qatar-Suisse. Bon celui-ci, peut-être pas le plus gros match. Si vous avez un dîner de famille, allez-y. T'es dur, la Suisse a toujours été une belle équipe. C'est vrai. Mais en tout cas, le plus gros match peut-être de cette phase de poule, comme je le disais, le Brésil-Maroc qui aura lieu à minuit à New York. Premier gros test pour le Brésil, ouais. Exactement. Le match dont on va s'intéresser aujourd'hui, Haïti-Écosse, 3h du matin, en direct depuis Boston. On va vous faire une analyse tactique de Haïti et de l'Écosse. Voilà, exactement. Et le dernier, Australie-Turquie, à Vancouver, qui aura lieu à 6h du matin. Pour les leftos du dimanche ou pour les couches très tard du samedi, selon si vous êtes Puis là, tu rentres de soirée, t'arrives voilà. sur... Alors, j'allais dire, soit vous êtes un jeune vingtenaire qui rentre de soirée, soit vous êtes un jeune trentenaire qui va courir le samedi matin pour préparer un marathon ou un truc dans le genre. Toi, tu n'es passé par aucune de ces étapes, Alex. Si, et tu sais Toi, laquelle. t'as fait l'inverse. T'as été courir une fois à 20 ans, et du coup, à 30 ans, tu te couches à 6h du matin après les soirées. Voilà, c'est ça. Non, comme je vous l'ai dit, on va parler aujourd'hui du match entre Haïti et l'Écosse. Donc on part donc dans les Caraïbes dans un des pays qui a été on va faire plutôt un focus sur Haïti comme vous pouvez vous en douter, dans un des pays qui a probablement été le plus touché par la souffrance dans l'histoire de l'humanité, entre les séismes, les dictatures, etc. Mais paradoxalement, c'est un pays qui a une grande histoire de football, et c'est justement ce dont tu voulais nous parler, Alex. Et pour ça, tu vas commencer par faire une petite recontextualisation historique de ce qu'est l'île d'Haïti et le pays d'Haïti. Ouais, on va remonter dans le temps. Vous allez avoir une première carte qui va s'afficher et je vais vous demander de remonter jusqu'au XVIIe siècle parce qu'à l'époque, vous avez Haïti et Saint-Domingue aujourd'hui que vous connaissez, mais à l'époque, l'île ne fait qu'une. Elle s'appelle Hispaniola. Elle est divisée en 1697 en deux parties. Vous voyez à gauche la partie française de l'île qui s'appelle à l'époque Saint-Domingue et la partie espagnole Santo Domingo. Pour vous simplifier la vie, on va parler de la partie française et de la partie espagnole. Ce sera beaucoup plus simple et on va évidemment s'intéresser majoritairement à la partie française de l'île. Il faut savoir qu'on parle d'une des possessions d'outre-mer les plus rentables, si je puis dire, à l'époque pour la France. Il y a 500 000 esclaves noirs qui vivent là-bas. Bonne rentabilité en plus. Oui, on va parler avec des chiffres plutôt concrets. Et on va faire une première distinction entre ces esclaves noirs qui sont la majorité du pays, les mulâtres qui sont donc aussi une partie de la population qui sont des gens de couleur mais libres, qui ne sont pas soumis à l'esclavage, et les colons qui sont donc les blancs, les français, qui cultivent les terres et qui exploitent donc les esclaves. Ok, tu as les blancs, les mulâtres et les esclaves. Ouais, voilà, si on peut faire, je suppose que les mulâtres sont quand même un petit peu oui, tout à fait. En tout cas, au-dessus des esclaves, si on peut parler comme ça. Et il faut savoir que majoritairement, c'est le sucre et le café qui sont les produits les plus récoltés. Et c'est vraiment une machine économique. La moitié du sucre et du café consommé en Europe vient d'Haïti. Okay. Donc on comprend pourquoi c'est une colonie qui compte énormément pour la France. Ok. Si on fait un petit saut dans le temps, on avance 1789, la Révolution française, aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour Haïti ? La devise liberté, égalité, fraternité, mais pas pour l'outre-mer, puisque en fait on fait carrément un décret pour dire que tout ce qui a été voté en France sur le territoire français, sur la France métropolitaine, ne s'applique pas en outre-mer, et on rédige même un texte pour expliquer qu'il y a une loi spéciale pour les outre-mer. Donc en fait les Haïtiens qui ne sont pas encore les Haïtiens, on parle de Saint-Domingue, donc la partie française de l'île, reste sous dépendance 100% française. Ok, ça va pas leur plaire, je crois. Ouais, c'est l'idée. Du coup, ça provoque une insurrection. On est en 1791, donc 2 ans après la Révolution française, et il y a les esclaves qui vont brûler une plantation des colons. C'est le début d'une longue guerre qui va être meurtrière. La France finit par abolir l'esclavage en 1794, et c'est Toussaint Louverture, c'est son nom, Toussaint Louverture. Vous voyez son visage apparaître, enfin en tout cas une peinture de... du mois de novembre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais qui est quand même un homme qui va en fait s'allier aux Français pour conserver l'île. Donc il y a encore cette volonté de résister un peu. C'est un ancien esclave qui est devenu général et qui se retrouve à diriger l'île au nom de la République française.
Le temps passe, finalement, Napoléon arrive au pouvoir et ça change tout. Il envoie un corps expéditionnaire de 25 000 soldats, et parce que la volonté était évidemment de rétablir l'esclavage. Toussaint Louverture est capturé pour traîtrise et déporté dans une prison du Jura où il finit par mourir. C'est Jean-Jacques Dessalines, son lieutenant, qui prend le relais. Le 18 novembre 1803, il bat définitivement les Français. Et le 1er janvier 1804, il proclame l'indépendance. Okay. Et notre ami lieutenant choisit le nom d'Haïti, qui signifie terre des hautes montagnes. Et cette révolution haïtienne a coûté quand même la vie à 350 000 personnes. Après, bon, je suppose que donc, l'indépendance est proclamée. Je ne suis pas sûr que ça plaise vraiment. Non, parce que, comme on l'a dit, ça représentait quand même la moitié du sucre et du café qui était consommé en Europe. C'est colossal, il faut imaginer, pour les finances françaises. Le roi Charles X, du coup, exige 150 millions de francs aux anciens colons, en échange de la reconnaissance de l'indépendance. Alors tu pourrais me dire, bon, bah, ils les ont battus, ils sont à des milliers de kilomètres, ils payent pas et puis on s'en fout. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, personne ne reconnaît Haïti comme un État indépendant. Ouais. C'est un État fantôme. Même d'un point de vue... d'un point de vue international, tu veux dire. Exactement, du coup c'est impossible d'échanger des denrées, de vendre, de faire du commerce ou quoi que ce soit. C'est un État qui vit complètement isolé. Et en fait, Charles X va pas s'arrêter là, il va envoyer carrément 14 navires à Haïti, au port, en disant maintenant soit vous payez, soit en gros on reprend le système colonial et d'esclavage, quoi. Ils sont sympas, quoi. Ouais, exactement, sous contrôle. Haïti n'a pas le choix. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont emprunter. Et je te laisse deviner à qui ils vont emprunter. Du coup, des banques françaises, je suppose. Exactement. Et c'est là où le système est quand même complètement dingue. C'est que, déjà, pourquoi c'est 150 millions de francs? C'est parce que c'est le coût estimé que leur rapportaient les esclaves. Donc, en gros, ils demandent à des mecs de payer leur liberté, quoi, de dire vous nous rapportiez tant, voilà, donc si vous voulez votre émancipation, vous nous remboursez en gros le coût de votre vie, quoi. Ouais. Et on part sur un délire qui est tel, c'est que avec les taux d'emprunt, le dernier centime sera remboursé en 1947. Ouais. Là, donc, on était en combien? On était en 1805 et 1825, pardon. Donc 150 ans plus tard. Ils finissent par rembourser. C'est ouf. On s'excuse un petit peu de matraquer. Non, mais pas de cette ligne éditoriale, parce qu'on l'assume totalement. Mais ouais. C'est vrai que bon, hier... Ah non, c'est demain, pardon. J'ai des problèmes de temporalité. Oui. Vous verrez, demain, on va aussi aborder les questions coloniales. On n'est pas du tout samedi. Hein. Voilà. On va aussi aborder des questions coloniales, notamment à travers la question de la Côte d'Ivoire. Ça va forcément être une thématique qui va revenir assez régulièrement dans nos sujets, parce que une grande partie des pays qui jouent la Coupe du Monde ont été des pays colonisés. Donc forcément, nous, on est obligé de décrypter les conséquences de cette colonisation, les conséquences qui existent encore dans ces pays-là. Oui, donc oui. Forcément, c'est des thématiques qui vont revenir. Le but de cette chronique, c'est aussi d'expliquer pourquoi Haïti est un pays pauvre. Parce que Haïti a passé toute son histoire moderne à rembourser une dette qu'elle devait à la France et qui était complètement fictive, quoi. Donc, et alors, ce qui est encore pire, c'est que donc, les Français s'en vont, la dette est contractée, les Américains arrivent. Alors, les États-Unis cherchent évidemment un prétexte pour envahir l'île et ils le trouvent assez facilement, je le disais, en 1915, quand une insurrection... On y va. Ouais, il y a peu d'argent, mais en tout cas, c'est une place stratégique à occuper. Complètement. Donc, ils trouvent un prétexte en 1915 à la suite d'une insurrection où le gouvernement assassine 173 prisonniers politiques. Ils prennent le contrôle des douanes, ils prennent le contrôle des banques et du Trésor national, et ils saisissent 40% des revenus du gouvernement. Pourquoi ? Pour rembourser les dettes françaises. Okay. Donc, ils viennent aussi en bons missionnaires, tu vois, histoire de dire... vous n'avez pas fini de rembourser, vous allez continuer à payer, quoi. Ouais. C'est complètement ouf. Ça s'inscrit dans les logiques de l'impérialisme américain. Complètement. Vous vous rappelez de cette distinction, le colon, le mulâtre et les esclaves noirs. Les États-Unis, ils vont placer un mulâtre à la présidence de la République, ce qui va créer quelques remous. Pourquoi ils choisissent cet homme-là? Tout simplement parce que c'est un peu le plus docile et le plus obéissant. Les entreprises américaines commencent à débarquer sur l'île et ils s'approprient le peu de ressources qui restaient. L'occupation va durer quand même 19 ans, jusqu'en 1934. Et donc, je le disais, mais Haïti n'a jamais connu un jour de souveraineté depuis son indépendance. Ok. Mais comment le vit le peuple haïtien, justement d'être toujours opprimé? Ils en peuvent plus, parce que c'est encore évidemment du colonialisme. C'est encore une volonté d'imposer une suprématie blanche sur un peuple noir. To colonialism. Complètement.
Et en fait, cette volonté d'imposer cette suprématie blanche, ça va commencer à agacer une partie des intellectuels noirs du pays, et qui aussi commence à s'opposer au président qui avait été mis en place, qui, je le rappelle, était un mulâtre, donc censé être l'élite du pays, mais qui en fait passe plus pour, en gros, le copain du colon blanc qui fait appliquer les règles et qui ne respecte pas son peuple. Oui, qui est symptomatique de ce qu'est le colonialisme, avec une élite qui est souvent... le relais le relais du pouvoir. Et c'est dans cette génération que grandit un certain François Duvalier. C'est un petit médecin qui choisit d'exercer dans les zones rurales du pays, donc qui vraiment connaît la misère et je pense que la médecine dans les zones pauvres d'Haïti, enfin encore plus pauvres que les zones qui sont déjà pauvres, c'est quand même très compliqué. En tout cas, ces patients l'appellent affectueusement Papa Doc, qui est sûrement un nom qui doit vous parler davantage que François Duvalier. Il commence à se faire une petite notoriété et lui, il va mettre au goût du jour cette notion de noirisme. C'est en gros l'idée que les inégalités viennent de la population mulâtre sur la majorité noire. Donc ce qu'on disait au début, il le théorise, il l'écrit noir sur blanc. En fait, il va placer ses pions, il va commencer à exister sur la scène politique. Il s'entoure d'écrivains, d'intellectuels pour théoriser un peu ses pensées, mais plutôt dans une démarche d'homme du peuple, un homme démocratique en quelque sorte. Il est nommé ministre de la Santé en 1949. Donc il a quand même cette popularité un peu. Ouais, il commence à avoir une vraie notoriété. Il va se servir de mission humanitaire pour continuer à circuler dans le pays et continuer à faire parler de lui, à prêcher sa bonne parole et en gros à se présenter comme l'homme opportun pour le renouveau du pays. Et du coup, comment est-ce qu'il va passer du petit docteur un peu ethnologue à un vrai candidat au pouvoir? Alors, il est élu finalement en 1957 avec 69% des voix, parce qu'il se présente comme l'homme du peuple, le médecin proche des paysans noirs qui va les aider. Et dès qu'il arrive au pouvoir, les militaires se disent chic, encore un qu'on va pouvoir manipuler et en faire ce qu'on veut, et en fait pas du tout. Il tombe sur un homme avec une poigne de fer, si je puis dire, qui va éliminer un par un les hauts dignitaires militaires, qui va complètement verrouiller le pouvoir de l'intérieur, envoyer à l'exil, voire pire, ses opposants. Okay. Et en quelques mois, il va écarter tous les officiers pour régner tranquillement sur le pays. Un bon dictateur. Un bon dictateur, et qui dit bon dictateur dit milice officieuse, donc évidemment il va avoir sa petite garde rapprochée, qui est pas, on parle pas de l'armée, on parle pas de policiers, on parle de mecs qui vont ne rendre de compte qu'à lui et à personne d'autre, pas à la justice, pas même à la police, à personne d'autre, et qui en fait sont là sous la seule garantie pour travailler pour lui, c'est la fidélité en gros. C'est un groupe qui s'appelle les Tontons Macoutes, qui est assez connu, tristement célèbre là-bas. De musique aussi. Ah ouais, non, je sais pas que ça fait un peu si, de ouf. Bah là, en tout cas, le terme officiel, c'est un groupe bizarre, d'un patelin reculé. Ouais. Bah, je vais te dire, tu t'iras pas. Macoute, on passe à la fête du village. Bah, t'as pas intérêt à tomber sur eux, moi je te le dis. Le terme officiel, c'est les volontaires de la sécurité nationale. Okay. En gros, c'est des civils armés qui sont pas salariés, mais qui s'autofinancent à travers le racket, le vol, le pillage, et qui, en gros, s'ils remettent en question ta fidélité à Papa Doc, au dictateur, bah, c'est fini pour toi, grossièrement. Quoi. Les tontons, les papas, c'est... Ouais. C'est très culturel aussi, je suppose. Oui, complètement. Et en fait, là, il va quand même y avoir une bascule, c'est que les petits paysans qui étaient convaincus que Papa Doc était l'homme de la situation, le mec proche du peuple, se font racketter par sa milice privée. Et en fait, le vent commence à tourner un peu pour lui. Je suppose que c'est à peu près le moment où le pays va s'effondrer et partir un peu en lambeaux. Complètement, on n'était pas sur une base très solide à l'origine, hein, tu l'auras compris. Mais là, c'est la catastrophe. Le revenu annuel par habitant, il tombe à $80 américains. $80 par an pour vivre, je ne sais pas trop ce que tu fais avec. C'est le plus bas de l'hémisphère occidental. Le taux d'analphabétisation... L'hémisphère occidental ? Ouais. Putain, je pensais pas que tu allais me reprendre là-dessus parce qu'en fait, en le relisant... il y avait soit l'hémisphère nord, soit l'hémisphère sud. Ouais. Tu as inventé l'hémisphère ouest. Et bah peut-être qu'on pourra le retirer de la chronique, tout simplement. A few moments later. Il couvre pour l'essentiel l'ensemble du continent américain, l'ensemble de l'océan Atlantique et une grande partie de l'océan Pacifique. 1 hour later. Alors on va faire comme s'il n'y avait pas eu de coupe et qu'on a tous bégayé à propos de cet hémisphère, mais oui, il existe. Donc on parle de l'ensemble de l'Amérique, de
de l'océan, j'ai oublié. Pacifique, Atlantique. Bon, en gros, c'est à l'ouest, quoi. Le mec, il avait un lanceur en retenir, il a paniqué. Ok, très bien. L'hémisphère occidental. Ouais, désolé pour cette imprécision, mais en tout cas, ça existe. Ce qui est sûr, c'est que le taux d'analphabétisation, lui, stagne à 90%, ce qui est colossal. Ouais. Les intellectuels, les médecins, les ingénieurs, les universitaires, tout le monde se barre parce que de peur de se faire emprisonner ou de passer pour un opposant. Encore une fois, de ce qu'est la colonisation, la fuite des cerveaux. Et là, on n'est plus dans la colonisation. En tout cas, on découle de la colonisation parce qu'à la base, c'est les Américains qui mettent un mulâtre au pouvoir, ça révolte la population, ils croient en Papadoc prend le pouvoir et c'est un dictateur. Mais là, il n'y a plus d'Américains, il n'y a plus de Français, c'est les Haïtiens face à un choix qui est catastrophique, mais qui est aussi lié effectivement à l'ancienne présence américaine et française. Et en 64, et là on atteint le summum, c'est qu'après avoir éliminé toute forme d'opposition, Duvalier s'autoproclame président à vie. Donc c'est la transformation définitive de son régime dans une dictature totale et dans une dynastie à la Corée du Nord, tu vois. Il n'y a plus d'élection, il n'y a plus d'échéance. La famille Duvalier va régner sur Haïti pour toujours. Il finit par mourir. Quand même, Exactement, il finit par mourir le 21 avril 1971 et c'est son fils Jean-Claude, 19 ans, qui lui succède le lendemain. C'est quoi son nom? Du coup, il y a Papadoc, les tontons Macoute. C'est quoi, c'est Fiston Doc? Bah, plus américanisé. Baby Doc? Exactement, okay. Bien ouais. Moi, je trouve ça un peu pourri comme surnom, en vrai. Bah, genre, t'as peur de Baby Doc? Bah non, mais t'avais pas peur de Papadoc. Ouais, c'est vrai. Il a été pas mal sur le sujet, quoi. Mais oui, bon, encore une fois, c'est un truc culturel, je pense. Ouais, sûrement. Sûrement, je sais pas, je te répondrai pas n'importe comment. Ce qui est sûr, c'est qu'à 19 ans, sans aucune légitimité, sans aucune étude, sans rien du tout, il arrive au pouvoir et il va poursuivre le régime de la terreur. Il va évidemment garder les tontons Macoute que vous allez retrouver plus tard, vous le verrez. Le seul truc qu'il n'a pas, c'est qu'il n'a pas l'intelligence politique de son père. Et finalement, il s'en fout un peu du pouvoir, tu vois. Il laisse en gros sa famille gérer, c'est sa mère qui va s'occuper un peu des affaires d'État, de la gestion de l'État. Lui, ce qu'il kiffe, c'est un peu flamber. En tout cas, le père ne faisait pas de vagues à l'international. Le fils, lui, il a une ambition, c'est d'exister sur la scène internationale. Ok. Et c'est là, je pense, que la transition se fait avec notre très cher sport qu'est le football. C'est que je suppose qu'il va se servir du football pour justement exister sur cette scène internationale. Oui, bah tu te doutes qu'un mec qui kiffe les bagnoles et faire la fête, qui est blindé aux as et qui est dictateur, quoi de mieux que le foot, le wonderful game pour exister sur la scène internationale. Et ça tombe à pic parce qu'il y a la Coupe du Monde 74 en Allemagne qui approche. Et le moment est rêvé pour Haïti d'exister sur la scène internationale, qui plus est parce que en fait, c'est une équipe qui sort pas de nulle part. Entre les années 60 et 70, elle est dans le top 3 des équipes les plus importantes de la CONCACAF. C'est vraiment un pays qui a toujours eu le football ancré en lui, derrière le Mexique et le Costa Rica. Donc il y a une vraie tradition footballistique à Haïti. Ok. Et comment ça se passe du coup ces qualifications? Bah alors c'est assez savoureux parce que à l'époque pour se qualifier à la Coupe du Monde dans la zone CONCACAF, il faut passer une phase de mini tournoi à 4 équipes. Ça sent les bonnes organisations de la FIFA. Ouais. Faire 15 tours avant de pouvoir jouer potentiellement un mec d'une autre confédération. Bah là en gros ce qu'ils font c'est ils peuvent en gros tu peux gagner le droit d'organiser le tournoi et bizarrement c'est Haïti qui gagne ce droit-là donc ils jouent tous leurs matchs à domicile. Ils gagnent les 4 premiers matchs. Là, jusqu'ici, il n'y a pas d'histoire. Et il reste un match à jouer contre Trinité et Tobago. Donc, il reste ce match à jouer qui les envoie à la Coupe du Monde. Et il s'avère que, par le plus grand des hasards, l'arbitre du match va refuser 4 buts à Trinité et Tobago. Et 4, c'est pas... Donc, on n'est pas sûr, tu vois. Et il s'avère que, un an plus tard, il va être banni à vie et interdiction d'exercer dans le football. Heureusement que la FIFA a une éthique, hein. Ouais. Parce que sinon, ils s'en sortiraient pas. Bah, attends, oui. Et puis nous, on n'aurait pas de chronique à écrire. Ouais, c'est vrai. Bon, je suppose que du coup, je parle de la FIFA, mais je suppose que c'est l'œuvre de. Oui, bah, il n'y a pas de trace tangible. Hein. On n'a pas un virement qui part du compte de Baby Doc et qui va jusque dans les mains de l'arbitre. Juste un énorme coup de pression, peut-être, non? Je pense pas parce qu'il aurait pas été banni à vie pour corruption, tu vois. Okay. Ah, donc ouais, tout à fait. Et en fait, il va pas s'arrêter là, Baby Doc, parce que le moment est trop beau, tu vois. Il y a enfin cette Coupe du Monde qui arrive, c'est beaucoup trop important. Donc, ce qu'il va faire, c'est que tous les fonds de l'aide humanitaire qui sont envoyés à Haïti, il va les réinjecter directement dans le foot.
Donc bon, au moins, ils ne pourront pas se plaindre de ne pas avoir de moyens pour développer le football haïtien. Il va rendre visite aux joueurs quelques jours avant le départ à Munich. Il va beaucoup les appeler au téléphone et tout ça. Et surtout, il va commencer à un peu dire au coach t'es gentil avec tes idées d'intégrer de nouveaux joueurs dans la sélection, mais moi, il y a des mecs que j'aime bien. Donc en fait, tu prends les mecs qui sont là et tu t'arrêtes là. Ça ira très bien comme ça. Ok. Il va quand même les payer? Ouais, alors en fait, les joueurs sont salariés de l'État. Ils ont quand même le culot. Fonctionnaire, donc. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils ont quand même le culot de réclamer une prime de qualification à Baby Dog de 5 000 €. Moi, j'y serais pas allé, moi. Eh ben, il va les menacer de mort. Voilà, tout simplement, ça va pas traîner, tu vois. Il va leur dire, vous revenez me proposer ça, je vous tue. D'accord. Voilà. Donc on est sur un délire Il a plutôt. le mérite de les avoir prévenus, quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça donne quoi, ce petit match contre l'Italie? C'est une folie. En fait, c'est une folie parce que, alors, pour vous situer l'Italie en 74, ils sont vice-champions du monde en titre. C'est une génération qui est un peu vieillissante, mais ils ont quand même Dinosov au but, qui est nul autre que le deuxième du Ballon d'Or de l'année suivante. Ouais. Je pense que là, sur la période, la défense italienne, autant maintenant on peut se foutre de leur gueule, mais à l'époque, tu respectes un peu quand même. 46e minute, passe dans la profondeur. Et on a notre ami Emmanuel Sanon qui part au but. Donc là, 1-0 pour Haïti. 1-0 pour Haïti, c'est une folie. C'est surtout complètement inattendu. Et Emmanuel Sanon dira même plus tard, ce but a mis Haïti sur la carte du monde, quoi qu'il soit arrivé ensuite. Il y a une suite qui n'est pas terrible. Ouais, donc attends, juste le match, ils l'ont gagné 1-0? Non, ils ont perdu 3-1. Ils ont perdu 3-1, mais si tu veux, on s'en fout. L'histoire est folle. Ils mènent contre l'Italie 1-0 à la 46e. C'est complètement fou. La teuf est totale. Et même Baby Doc est trop content, tu vois, parce que ça y est, on parle d'Haïti. Ils ont mis un but contre l'Italie. En fait, si l'histoire s'était arrêtée là, on arrêtait la chronique. On disait, voilà, c'était la belle histoire d'Haïti à la Coupe du Monde 74. C'est absolument dégueulasse. Ouais, c'est là, on va rentrer un peu dans le trash. C'est que très vite, même le bonheur de Baby Dog va être de courte durée parce que Ernest Jean-Joseph, qui est défenseur central de la sélection haïtienne, il est tiré au sort pour le contrôle antidopage après le match et il s'avère qu'il est positif. Lui, il dira qu'il prenait un médicament pour l'asthme, qu'il avait prévenu le médecin de l'équipe, le médecin dément. Contador qui a pris un peu trop de viande. Oui, et attends, Richard Gasquet, c'était quoi? C'était un steak? Non, pas du tout, il avait sniffé de la cocaïne. Ah oui, pardon, c'est Contador la viande. Oui. Mais il n'avait pas dit qu'il avait embrassé une femme qui avait. C'est ça, ouais, c'est ça. Il a embrassé une femme qui avait pris de la coke. Pas de fake news, il faut toujours fact-checker. Soyons précis. Bon, le médecin dément. Je pense qu'il a eu aussi un peu chaud au Mich et il s'est dit je vais pas me mêler à cette affaire. La FIFA suspend le joueur immédiatement. Et là, on a un premier communiqué qui vient de la fédération haïtienne qui dit non, mais il va rester avec l'équipe, il va rester tout au long du mondial et puis il va les accompagner. En fait, c'est un énorme mensonge. Ce qui se passe, c'est que pendant 2 jours, notre ami Jean-Joseph, il va errer dans le lobby de l'hôtel à Munich. Il est surveillé en permanence par les tontons Macoutes qui sont en fait toujours au contact de l'équipe. Il est traîné de force hors du campus d'entraînement. Il est enfermé dans une chambre d'hôtel à côté de l'aéroport dans laquelle il est battu. Et il est renvoyé au pays devant les caméras du monde entier. C'était pas un escape game. Non, non, c'était pas un escape game. Pour être confronté à Baby Doc, pardon. La suite, on ne sait pas trop ce qui s'est passé là-bas. Ce qui est terrible, en fait, c'est que il sent un peu le vent tourner quand il est à l'hôtel. Il prévient une des serveuses de l'hôtel avec qui il a été assez proche, qui, elle, alerte un officiel de la FIFA. En fait, tout le monde savait ce qui allait se passer. Ils ne se sont pas cachés, hein, les Macoutes étaient là. Ils ont juste emmené le mec, ils se sont barrés, personne n'a rien dit. Ah ouais. Donc au milieu d'une Coupe du Monde comme ça devant les yeux de tout le monde, ils voient Jean-Joseph disparaître, ils comprennent ce qui est en train de se passer, et là, forcément, le moral horrible, tu vois, surtout qu'ils étaient dans une poule pas facile avec la Pologne et l'Argentine, donc ils vont perdre 7-0 et 4-1. Les joueurs sont en fait complètement terrifiés, tu vois, de ce qui peut leur arriver, et évidemment, cette histoire va rien arranger, quoi.
Et en fait, ce que vont faire les joueurs, c'est qu'ils vont profiter du tournoi pour s'échapper et pour ne surtout pas rentrer au pays. Donc au moins ça pour eux de gagner, tu vois. Et ils préfèrent finalement jouer dans les ligues américaines ou caribéennes plutôt que de revenir au pays. Et si on reprend un petit peu de recul sur la situation du pays de manière générale, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce qu'on est encore en 74. Ce qui se passe par la suite, et puis on va accélérer un peu pour arriver à l'histoire plus contemporaine, c'est que Baby Doc est chassé du pouvoir en 86 par un soulèvement populaire. Il quitte le pays, et tu vas voir qu'on retrouve notre histoire de colonialisme avec un avion de l'US Air Force pour aller à Grenoble. Wow. Magnifique, tu vois qu'on sait travailler avec les Américains quand il faut. Le pauvre, t'imagines, 40 ans en Haïti et il se barre, après s'être fait chasser, et là il se retrouve à Grenoble. Ouais, et puis c'est quand même beau, je trouve. Et je le dis par expérience, hein. J'ai connu la vie. C'est vrai. Mais je trouve ça beau, tu vois, on n'est pas la mémoire courte. Et on sait rendre aux grands hommes l'accueil qu'on leur doit. Il va passer toute sa vie en France. Hein. Peinard, tranquille, pas de procès, rien du tout. Il va mourir tranquillement, il va rester 25 ans. L'écoute de cette chronique, Netanyahou vient de faire un plan de carrière. Là. Il s'est dit qu'il avait peut-être moyen de faire une retraite un peu paisible en France. Ouais. On estime à entre 300 et 800 millions de dollars d'aide humanitaire et de fonds détournés dans sa poche. Par Baby Doc, donc. Okay. Ouais, donc un grand homme. Les années 90 sont pas beaucoup plus réjouissantes pour le pays qui va enchaîner les coups d'État et une instabilité chronique qui fait que l'ONU va finalement intervenir pour déployer une mission de stabilisation et ils vont rester jusqu'en 2017 et créer, ça je l'ai appris en cherchant cette chronique, en creusant cette chronique, l'un des plus grands scandales humanitaires de l'histoire. Qui est du coup, je suppose, lié au séisme. Ouais, complètement. Alors pour ceux qui sont passés à côté, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, le 12 janvier 2010 à 16h53, un séisme de magnitude 7,3 va raser une grande partie de l'île et plus particulièrement la partie haïtienne. Non pas que, comme le nuage de Tchernobyl, ça se soit arrêté à la moitié. C'est quand même une île coupée en deux avec la République. Et qui n'est pas une île colossale. Hein, et c'est la seule partie de l'île qui est complètement détruite. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est bricolé, tout est fait de tôle et tout a été rasé d'un coup. Alors mais même, je crois que l'épicentre était de cette partie. Oui, alors ça c'est vrai, l'épicentre était de cette partie-là et pas une hauteur, pas une très grande profondeur, ce qui fait que cette partie-là a été la plus touchée gravement. Donc là, il y a un côté effectivement pas de chance. L'autre fait factuel, c'est qu'à Saint-Domingue, ils ont tout construit avec des normes antisismiques parce qu'ils avaient l'argent pour le faire. Donc ça a forcément un peu plus résisté. Donc la majorité des bâtiments sont rasés et finalement l'ONU envoie des casques bleus pour aider Haïti et notamment des casques bleus népalais. Et c'est là que l'histoire est complètement folle, c'est que ces soldats arrivent du Népal où le choléra est endémique. Donc tu vois l'histoire arriver. Leurs latrines sont mal construites parce que tout est bricolé à l'arrache et qu'on est dans la misère totale. Et ça se déverse directement dans la rivière, et qui est en fait la principale source d'eau potable du pays. Résultat, le choléra se répand dans tout Haïti. Mais vraiment dans tout Haïti, c'est une maladie qui n'existait plus sur l'île depuis près d'un siècle. L'épidémie va faire près de 10 000 morts et infecter 1,5 million de personnes entre 2010 et 2019. Je viens d'écouter 25 minutes de chronique où rien ne se passe bien, hormis peut-être un but lors d'une Coupe du Monde en 1974 qui a duré 45 minutes. Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire d'Haïti où ils n'ont pas été touchés par cette souffrance, cette misère constante, quoi, si je peux dire? Non. Ah, voilà. Super. Peut-être là Non. Non, la Coupe du Monde arrive là. Oui, mais pour finir un peu l'histoire moderne du pays, en 2021, il y a le président qui est assassiné dans sa résidence en pleine nuit par un commando armé. Ouais. Et le pays se retrouve sans président, sans parlement. Depuis ce temps-là, il n'y a aucune élection qui a été organisée. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en cas de vacance du pouvoir? C'est la violence qui prend le pas. Et du coup, maintenant, c'est des gangs qui en fait, gèrent le pays un peu comme ils le veulent. 80% de Port-au-Prince, la capitale, est sous leur emprise. Et plus de 5600 personnes ont été tuées en 2024 quand même. Ça vous pose un peu le contexte sur une population dont la moitié souffre d'une faim grave. Bon, moi j'ai lu un petit peu notamment l'enquête qu'avait fait Romain Molina sur la question
du football en Haïti, mais je suppose que la situation est absolument catastrophique aussi. Ouais, elle est catastrophique. Alors, ils peuvent plus jouer à domicile depuis 2021 à cause de la situation politique. Elle a plus de stade, il y a plus de territoire qui est stable en fait pour avoir un stade. Du coup, ils jouent au Curaçao, aux États-Unis. C'est là d'ailleurs qu'ils ont obtenu leur qualif contre le Nicaragua. Et en fait, la plupart des joueurs sont nés à l'étranger. C'est des enfants ou des petits-enfants de la diaspora qui ont fui sous Duvalier, donc vraiment à l'époque de Papadoc, tu vois. Et en fait, la plupart des gens qui avaient fui la dictature, certains étaient revenus, sont repartis après le séisme, et du coup, plus personne, plus aucun footballeur ne vit sur l'île où on a été formé sur cette île, quoi. Et du coup, là, la sélection qui participe à la Coupe du Monde, je suppose que c'est que des exilés dans d'autres pays qui Ouais, jouent. complètement. Et ce qui est ouf, c'est que le 18 novembre 2025, qui est la date anniversaire de la victoire sur les Français, vous vous rappelez, en 1803, ouais. Haïti se qualifie pour le mondial 2026, qui est une prouesse de fou, hein, depuis le Curaçao, du coup. On est 51 ans après Munich, et malgré l'impossibilité de faire la fête, et malgré la misère, malgré la présence des gangs, tout le monde va sortir dans la rue. Les klaxons, les drapeaux, les feux d'artifice, la totale. La totale, ouais, et enfin un moment de bonheur un peu pour ce pays, quoi. Et qu'est-ce qu'ils peuvent espérer pour cette Coupe du Monde ? Oula, pas grand-chose, hein, mais en tout cas, c'est peut-être l'image la plus juste de ce pays, et c'est un peu sur cette note de gaieté, entre guillemets, que je voulais terminer cette chronique, parce que c'est un pays qu'on a ruiné, qu'on a occupé, qui s'est fait piller, qu'on a laissé sans dessus-dessous après la catastrophe du séisme. Et encore, cet épisode du choléra, c'est qu'une infime partie de tous les trucs horribles qui se sont passés là-bas. On sait qu'il y a eu du trafic d'êtres humains, enfin plein de choses absolument abominables. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand même, malgré ces Haïtiens qui sont disséminés finalement aux quatre coins du monde, ils ont quand même réussi à fonder une équipe, ils ont quand même réussi à se qualifier pour cette Coupe du Monde. Et c'est en fait la partie un peu magnifique de l'histoire, c'est de se dire que dans un contexte pareil, ils arrivent à exister sur la scène internationale. Là, il y a personne pour les guider, pour les manipuler, pour en faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, ils sont là, ils sont bien là, et ils peuvent être fiers d'être là. Et pour enfoncer le couteau dans la plaie, je suis désolé de terminer ta chronique encore sur une note un peu négative. Je vous invite à aller lire les enquêtes qui sont faites par Romain Molina, notamment sur le football haïtien, qui a été gangréné pendant de très nombreuses années par un président qui s'appelait Yves Jambard, qui a enrichi, qui a créé et enrichi tout un système d'agression sexuelle sur mineurs. Tout ça est recensé sur des enquêtes écrites dans différents journaux. Je crois que c'est dans le Guardian qu'il avait écrit cette enquête-là, et aussi dans l'un de ses bouquins. C'est absolument terrible, mais c'est pour ça qu'on est aussi très content que Haïti soit qualifié pour cette Coupe du Monde. Comme tu l'as dit, je t'ai posé la question de savoir les espoirs qu'il pouvait y avoir pour cette équipe. C'est peut-être juste aussi de marquer un but et de pouvoir célébrer quelque chose pendant cette Coupe du Monde. Ça peut être juste une très belle récompense. Et juste une pause en fait dans toute cette merde, quoi. Dans cette misère. Désolé encore une fois pour ces sujets pas très gais, mais c'est aussi essentiel de raconter ce genre de choses. La Coupe du Monde, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur ce genre d'histoire et quand vous allumerez la télé, que vous regarderez le match d'Haïti ce soir, je pense que vous le regarderez différemment. Probablement, voilà. Merci beaucoup Alex pour cette belle chronique. Beaucoup de sujets pertinents nous attendent encore sur cette chaîne. Demain, un sujet sur la Côte d'Ivoire. Prochainement, un sujet sur les binationaux. Plein de choses passionnantes, donc je vous invite à rester connecté, à vous abonner, à partager, à liker. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne, vous le savez, tout aussi bien que moi. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao à tous. Salut!